La gestion passive devrait continuer à surperformer la gestion active dans les années à venir. Vous n'êtes pas d'accord? Bullshit! Vous voulez foudroyer, Bertrand, cette idée selon laquelle, oui, la gestion passive fera mieux que la gestion active dans la durée. Vous n'êtes absolument pas d'accord avec cette idée-là. Vous allez devoir nous l'expliquer et justifier que vous ne soyez pas d'accord, parce qu'on va se parler très très franchement là, Bertrand. La gestion active, elle semble amenée à disparaître face à la gestion passive. Les parts de marché de la gestion passive ne cessent d'augmenter, franchement. Alors c'est vrai que quand on regarde les parts de marché, aux États-Unis dès 2020, on a passé donc la barre des 50%, on est à 58% aujourd'hui du stock donc d'actifs actions qui est détenu au travers donc de gestion passive, et on vient de faire la même chose, donc on est maintenant à 51% donc en 2023, début de l'année, donc au niveau global, donc au niveau mondial. Donc effectivement aujourd'hui, ces actifs sont plébiscités. Et c'est vrai que quand on regarde même depuis 2005, il y a un trend à peu près continu d'augmentation, avec un petit peu de volatilité, mais d'augmentation qui est quand même assez fort de cette part de la gestion passive. Alors on s'est posé la question, est-ce que c'est quelque chose qui est amené à durer? Parce qu'aujourd'hui, le consensus considère que ça va continuer. Oui, je pense aussi que ça va durer. Ouais. Voilà. C'est justement l'objet d'essayer de vous convaincre que ce ne sera pas le cas. Alors, quand on regarde quelque chose qui est assez important, il y a une étude qui a été faite par Émeric Debins chez Goldman Sachs, et qui, alors elle date de 2017, mais elle est très actuelle, et qui a montré, en analysant depuis 1990 les séquences de marché, qu'en fait la gestion active surperformait surtout en période de surperformance de la value. Or, ce qu'on a eu sur les 10 dernières années, c'est évidemment une sous-performance de la value, surperformance de la croissance. Et effectivement, dans ces configurations de marché-là, et c'est une observation, là, il n'y a pas d'idéologie, hein, c'est une observation purement empirique de ce qui se passe, dans ces configurations de marché-là, où encore une fois, la croissance surperforme la value, on a même vu que historiquement, on n'a jamais vu une surperformance aussi importante de la croissance sur la value. Il était assez logique de voir que cette situation allait amener au fait que la gestion active allait perdre des parts de marché et sous-performer. Bon. Au passage, on a quand même les 10%, voire les 15% de la gestion active qui surperforment dans tous les cas de figure. Bon, oui. On est en train de parler globalement de la moyenne. Pardon, Bertrand, 10-15%, c'est pas beaucoup. Oui, tout à fait. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu quand même les meilleurs dans cette catégorie ont quand même surperformé. Bon. Mais en moyenne, ça a sous-performé, c'est une évidence. Donc maintenant qu'on voit le retour de la value depuis 2 ans, qui est quand même assez fort. Hein. On voit que les fonds value, depuis le début de l'année, là, on ne parle pas de 2 ou 3%, on parle de 10, 15% de performance au-delà de la croissance, hein, pas de l'indice, mais de la croissance. Donc là, on a un revirement de situation qui fait que on pourrait imaginer, si l'histoire se répète, que la gestion active, justement, bénéficie de ce trend. Oui, juste Bertrand, pour bien comprendre, ETF et gestion passive, est-ce qu'on parle de la même chose ? Alors, pas tout à fait, parce qu'effectivement, un ETF peut être passif, s'il réplique complètement l'indice, mais il peut être aussi ce qu'on appelle smart beta. Smart beta, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, si vous avez un ETF sur le Nasdaq, moi je peux être intéressé par pas un pur ETF, je peux dire attention, les 7 magnifiques ou les 7 mercenaires, comme on regarde les choses, le poids est trop élevé, je souhaite avoir un ETF qui me limite le poids de ces grosses valeurs à peut-être 5 ou 6%, de manière à ce qu'un de point de vue risque, j'ai quelque chose de plus diversifié. Donc ça, c'est l'ETF Smart Beta, nous on va le classifier chez Fidelity, donc plutôt de la gestion active. D'ailleurs, on en propose dans notre GAV, et c'est dans la gestion active. Donc Smart Beta, à ne pas confondre avec effectivement l'ETF qui va se rapprocher du tracker et qui va plutôt avoir tendance à essayer de suivre l'indice, qui lui est de la gestion passive. Ok, mais donc vous pensez que la gestion active a devant elle de bonnes années face à la gestion passive et qu'elle fera mieux que la gestion passive parce que l'on entre dans une phase bénéfique propice aux thématiques value en bourse, c'est ça? Voilà. Et il y a aussi un autre élément. Oui, j'allais vous dire, ça repose sur une jambe quand même, votre truc. Non, plusieurs jambes. C'est la première. Donc la deuxième, après, on va rentrer dans des extraterrestres, puisqu'il y a plus de jambes. Hein. Donc, donc sur la deuxième jambe, on a le fait que dans un environnement où les taux d'intérêt étaient relativement bas, où on avait un quantitative easing, donc énormément de liquidités injectées dans l'économie, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une dispersion des performances entre les actifs boursiers, entre les différents secteurs, entre les différentes valeurs au sein des secteurs, qui était relativement faible. Parce que les liquidités arrivant, effectivement, les gens jouaient les titres qui étaient en retard. Dans le luxe, on jouait le titre qui était en retard par rapport à notre titre, etc. Bon. Aujourd'hui, avec les taux qui ont remonté, fin évidemment plus de quantitative easing, on a une dispersion des performances, à la fois entre les secteurs, mais également dans les secteurs
qui remontent fortement. Et même la valorisation, les écarts de valorisation entre les différents secteurs n'ont jamais été aussi élevés. On a la techno d'un côté qui va être à plus de 20 fois en moyenne, et vous avez le pétrole ou les financières qui vont être à 6 fois. Donc c'est vrai que ça crée des opportunités qu'on n'avait pas forcément avant pour la gestion active. Et comme, évidemment, donc ce sont les valeurs qui aujourd'hui sont chères, qui sont les gros poids de l'indice, et donc qui sont plébiscitées par la gestion passive, le fait de pouvoir avoir la latitude au travers de la gestion active, d'aller en dehors de ces gros poids, chercher les petits points. Je rappelle que le pétrole, il y a 15 ans, c'était 15 ou 17% du S&P. Aujourd'hui, c'est 5%. Donc, et peut-être qu'il faut avoir plus de 5% de son portefeuille sur le pétrole, par exemple. Hein. Donc, la gestion active va pouvoir avoir plus de 5%. La gestion passive va se limiter à 5%. Donc ça donne une marge de liberté dans ce contexte de dispersion donc des performances qui est important. Bertrand, toute la famille est réunie, l'équipe, la team BFM Bourse, Jean-Louis Dellauro vous interroge à son tour. On se croirait dans le grand jury, vous savez. Non, moi j'entends bien les arguments, mais quand même quand on parle de rendement, parce que derrière tout ça on parle de rendement, il y a aussi la question des frais en fait, parce que les ETF vont rester quand même avec des frais de gestion moins élevés que la gestion active. Alors tout à fait. Après, face à cette concurrence de la gestion passive, sur les 10 dernières années, on a vu une érosion des frais sur la gestion active. On était en moyenne sur des fonds actions ouverts, donc à une clientèle plutôt retail, on était à plus de 1% il y a encore 5 ou 6 ans. Aujourd'hui, vous êtes en dessous. Donc il y a effectivement une pression qui s'est manifestée. Maintenant, il est vrai qu'il faut accepter de pouvoir payer la plus-value d'un gérant, à la fois pour aller chercher ses idées. Et on n'a pas parlé aussi du segment petite et moyenne valeur, qui est, en termes de performance relative, à un plus bas historique équivalent à la bulle spéculative de 2000. Donc aujourd'hui, plus personne, grosso modo, ne veut des petites et moyennes valeurs. Donc il y a une plus-value qu'il faut payer à un moment donné, rémunérer, aller chercher dans ce vivier de petites et moyennes valeurs. C'est ce qu'on dit depuis 5 ans. Mais... Celles qui vont. Alors effectivement, sauf que maintenant on est dans un environnement, encore une fois, tous ces éléments se mettent en bout à bout. Cette fois, c'est pas pareil. Tous ces éléments On avait souvent un élément, mais pas 2, mais pas 3, mais pas 4, mais pas 5. Maintenant, on a un petit peu toutes les étoiles, grosso modo, qui sont en train de s'aligner. Alors, il y en a encore une qui n'est pas alignée, qui est le fait que c'est vrai que les performances des indices équipondérés, notamment aux US, est très très loin de la performance des indices performance faciale. Oui. On l'a sur le S&P, où le S&P donc facial est à plus 14, le S&P équipondéré est à 0. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est un élément qui fait qu'il y a encore les investisseurs plébiscitent encore ces 7 grandes valeurs. Donc on va voir si au travers des résultats, si à un moment donné ils sont décevants, ils continuent à le plébisciter, ce qui signifiera que leur multiple va encore augmenter sur des niveaux qui sont historiquement très élevés. Voilà, donc là, ou au contraire, voir si la value et les valeurs cycliques, attention au ralentissement économique ou pas d'ailleurs, pour l'instant ça tient quand même grosso modo, voilà, ou si la value prend le relais. Et c'est un peu le pari que vous faites. Voilà, c'est le pari qu'on fait, et c'est pour ça qu'on pense que dans cet environnement-là, la gestion active devrait retrouver ses lettres de noblesse et les investisseurs accepter effectivement de payer pour avoir un peu plus, pour avoir une plus-value, à la fois sur l'opportunité d'investissement, mais également sur la gestion de la volatilité.